Bonjour à tous et merci d'être là pour m'écouter. Je suis ravie d'être dans votre région. Donc, je vais vous raconter une histoire qui a commencé en 2000, donc ça fait il y a 16 ans, et qui continue, et j'espère qu'il n'aura pas de fin, hein, et qui est partie donc du laboratoire et qui est arrivée jusqu'à la clinique. Donc, le titre vous donne le goût, hein, je vais vous parler du développement d'inhibiteurs de DNA repair dans le traitement du cancer et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, dans l'association avec la radiothérapie. Alors, pour commencer, simplement, tout ce projet est parti d'une réflexion sur pourquoi et comment les tumeurs développent des résistances, en particulier pendant les traitements. Et je pense que tout le monde sait parfaitement que, effectivement, pour les chimiothérapies, les principaux mécanismes de résistance concernent finalement l'entrée ou le maintien des molécules dans la cellule, hein, entre autres les résistances à travers les pompes et les transporteurs ABC, et qu'on voit émerger comme ça une résistance due au fait que la molécule ne pénètre pas dans la cellule. Je suppose passer mon truc, tant pis. Ensuite, une fois qu'elle est rentrée, on va pouvoir aussi avoir des effluves importants pour la faire ressortir ou bien une dégradation de la molécule. Et puis, on voit aussi apparaître très rapidement des modifications des cibles, puisque toutes ces molécules ont des cibles protéiques. Et on va avoir une modification des cibles et une adaptation de la cellule à ces drogues. Ou bien une activation, dans le cas des thérapies ciblées, une activation de pathways alternatifs. Donc tout ça, c'est effectivement des mécanismes de résistance à chimiothérapie, mais bien sûr, ils ne peuvent pas s'appliquer à la radiothérapie car rien ne peut protéger les rayons. Et en fait, les voies de résistance de la radiothérapie vont, elles, se concentrer essentiellement sur ce qui se passe dans le noyau, puisque la principale cible des rayons, c'est l'ADN, finalement éliminant le plus rapidement possible l'ensemble des lésions créées par l'irradiation. Il y a aussi l'hypoxie qui va contribuer à la diminution du nombre de dommages faits pour une même dose d'irradiation. Mais moi, je vais m'intéresser à ce que développe la cellule, qui est sa capacité de réparer le plus rapidement possible les lésions, et également sa capacité, et ça c'est vrai, de ne plus finalement de bloquer tous les mécanismes de mort quand des lésions ne sont pas réparées. Et il faut savoir que ces deux types de résistance vont s'appliquer à la plupart des chimiothérapies en même temps que les radiothérapies, hein, puisque beaucoup de chimiothérapies agissent en créant des dommages sur l'ADN. Donc nous allons essayer de cibler cela. Et c'est d'autant, pour moi, un des travaux qui était particulièrement intéressant est le travail de David Chen, qui avait montré que finalement, ce qui détermine la sensibilité d'une tumeur aux radiations, c'est essentiellement la capacité de la cellule tumorale à réparer. Et pour ça, il avait joué en mettant des cellules inactivées dans le NHJ ou des tumeurs qui, elles, étaient activées, se développant dans des souris qui avaient un stroma proficient ou non pour la réparation. Et il avait montré que c'était complètement indépendant du récepteur, mais vraiment dépendant du type cellulaire et tumoral. Donc, ce type de résultat suggérait que si on était capable d'inhiber la réparation dans les cellules, on arriverait effectivement à restaurer de la sensibilité à la radiothérapie. Juste rapidement, parce que vous le savez tous, mais quand on se demande quel inhibiteur je vais choisir, se pose la question, hein, il faut savoir que beaucoup de laboratoires avaient démarré cette démarche, se pose la question de quel type d'inhibiteur. Est-ce que je vais chercher les voies de réparation qui se prennent en charge les modifications de base, les cassures simple brin ou les cassures double chaîne, sachant que pour une dose de 1 gray, vous avez seulement 40 cassures double chaîne et plus d'1 millier de cassures simple chaîne et un nombre de dommages équivalent sur les bases. Alors, en revanche, on sait que la cassure double chaîne paraît être, l'inhibition de la réparation de la cassure double chaîne paraît être le mécanisme le plus efficace. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si vous ne réparez pas vos lésions par simple brin ou dommage, vous allez finir avec
des cassures dans l'ADN, c'est ça qui va tuer votre cellule, et c'est à ce moment-là que le mécanisme arrive. Donc, on s'est orienté vers inhibition de la réparation par les cassures double chaîne. Et là, on s'est retrouvé face à une difficulté majeure qui, pour la plupart des thérapies ciblées, c'est qu'on n'était pas face à une voie, mais pas au moins 3 voies de réparation complètement indépendantes, avec aucune enzyme en commun. Donc comment inhiber quelque chose qui n'a rien de commun avec une seule molécule? Et juste pour illustrer la difficulté de ce type de situation, vous avez l'histoire des inhibiteurs de PARP qui, eux, avaient ciblé la réparation de la cassure simple chaîne. Et comme je vous le disais, on peut voir qu'un inhibiteur de PARP répare la cassure simple chaîne. Et à ce moment-là, au cours de la réplication, celle-ci est transformée en double brin et est réparée par la recombinaison homologue. De ce fait, les inhibiteurs de PARP ne marchent que si les cellules sont déjà inactivées pour la recombinaison homologue. Alors maintenant, si je rajoute l'irradiation, c'est la question qu'on se pose, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on augmente la charge de dommages, donc on va créer des lésions qui ne sont plus pendant la période de réplication. À ce moment-là, elles vont être prises en charge par le non-Mogusan joining. Et finalement, maintenant, on a 3 voies, au moins 3 voies de réparation qui sont à l'œuvre. Et l'idée, c'est que effectivement, l'inhibiteur de PARP va ne pouvoir marcher que si on a déjà des déficits dans une ou même au mieux dans ces 2 voies, ce qui devient très rare chez les patients. Donc, l'idée, c'est d'arriver à inhiber tout ça. Et je vais vous amener ce concept, cette molécule qui va inhiber l'ensemble de ces voies en même temps. Et donc, c'est le principe d'EDB. Donc, voici les 3 voies qu'on veut inhiber. Aucune enzyme qui soit commune aux 3. Mais il existe une étape qui est commune à toute voie de réparation inductible, qui est finalement le besoin d'avoir une signalisation et une reconnaissance de où est le dommage sur l'ADN. Cette signalisation, qui est connue, dont le marqueur le plus connu est la phosphorylation de l'histone H2AX, permet le recrutement au site du dommage de l'ensemble des enzymes de réparation nécessaires à la réparation et va intervenir aussi dans toutes les autres mécanismes cellulaires qui vont être associés à ce signal de dommage sur l'ADN. Donc en fait, si j'arrive à supprimer ce signal dans mon noyau, je n'aurai plus de reconnaissance des dommages et à ce moment-là, je n'aurai plus de recrutement des dommages. Le problème, c'est que là encore, le système, excusez-moi, j'ai été trop vite, le système est très robuste, hein, c'est des fonctions extrêmement importantes, donc il y a 3 kinases qui permettent le signal et au moins 2 PARP qui le permettent également. Donc là encore, je me retrouve dans une situation, si je veux inhiber ce signal, j'ai beaucoup de cibles qui sont distinctes. Et donc, nous avons eu l'idée d'aborder ça d'une façon différente en utilisant un agoniste qui va non pas supprimer le signal, mais finalement le rendre permanent partout, ce qui revient exactement au même, puisque vous brouillez complètement la détection des fossiles. Maintenant, vous avez un signal dans toute la cellule. Pour ça, nous avons introduit des petites molécules d'ADN qui sont reconnues par PARP et DNAPK et qui, du coup, activent un faux signal dans la cellule. Et ce faux signal va, de ce fait, empêcher le recrutement des enzymes de réparation au dommage. Tout le monde est là, tout le monde marche, mais plus du tout au bon endroit. Donc, on a fait une sélection classique en cherchant, mais cette fois-ci des activations, ce qui est beaucoup plus facile qu'une inhibition. Activation de PARP et DNAPK. On a sélectionné ce type de molécule. Voici le fragment actif sur lequel se fixent DNAPK et PARP et s'active. C'est un ADN double brin protégé aux extrémités, conservé sous forme double brin par une loupe. La séquence n'a absolument aucun effet dans cette histoire. Sa taille est importante, il doit être au moins 32 paires de bases. Et on a ajouté un cholestérol pour que ça rentre tout seul dans les cellules. Et voilà ce que ça fait dans les cellules. Eh bien, quand on irradie une cellule, eh bien, vous pouvez voir l'autophosphorylation de DNAPK et la parylation dans la cellule. On voit dans le noyau apparaître des fossiles qui indiquent qu'il y a eu de l'irradiation, qu'il y a des dommages, des cassures double chaîne là où sont les signaux. Et quand on fait rentrer nos molécules, vous pouvez voir qu'on a un signal qui n'a rien à voir, beaucoup plus intense, répandu dans le cytoplasme comme dans le noyau. Et évidemment, on n'est plus du tout dans la même situation pour reconnaître où sont les dommages. Et voilà l'illustration maintenant
d'un noyau qui a été irradié, une situation normale sans traitement par les dibettes. Donc ces petites molécules s'appellent des dibettes. Vous pouvez voir ici la phosphorylation de gamma H2AX qui indique où sont les cassures. Vous voyez ici le recrutement. Ici, c'est 53 BP1, mais on a regardé, c'est la même chose pour RAD51, NBS1, MRE11, RPA32, etc. À chaque fois, on voit une colocalisation avec le gamma H2AX. Ces enzymes vont être recrutées là où il y a eu modification de la chromatine. Maintenant, voici la tête qu'a ma cellule quand j'ai fait rentrer mes molécules. Toute la chromatine est phosphorylée, hein, donc on a un pan-staining de toute la chromatine par rapport au fossile. Je peux irradier, ça ne change rien. Et du coup, ces enzymes ne sont plus capables d'identifier où sont les dommages. Donc on a juste le bruit de fond et on n'a plus du tout la formation de ces fossiles de réparation. Et ça, c'est pour beaucoup d'enzymes. Et le résultat, c'est une inhibition de la réparation, l'a montré dans les essais Comet. Vous pouvez voir en noir, en présence, la vitesse de réparation en présence des molécules, et en blanc, là, la vitesse normale quand on est traité soit par une molécule inactive, soit par pas de molécule. Et la sensibilisation des cellules. Vous avez ici deux mélanomes qui présentent des comportements différents. Celui-ci, il est insensible à la molécule seule. Celui-ci est déjà sensible à la molécule seule, mais de toute façon, dans tous les cas, on aura une radiosensibilisation en présence des molécules, et c'est un mécanisme ici hautement synergique. Donc maintenant, j'ai une molécule qui est effectivement in vitro est capable de sensibiliser, et nous l'avons testé dans un grand nombre de cancers du sein, de mélanomes, de glioblastomes et d'autres types de tumeurs. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que ceci est applicable finalement aux vivants? Alors, pourquoi j'arrive plus à passer? Ah voilà. Donc pour ça, on s'est appuyé sur la plateforme que nous avons développée à Curie, qui contient un certain nombre d'appareils et qui nous permet de traiter les animaux avec différents moyens d'irradiation. Je n'ai pas le temps de passer en détail, mais je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on est capable de reproduire quasiment des plans de traitement qu'on a chez les malades, hein, avec ici une souris avec une tumeur tête et cou, hein, dans la joue, et qu'on va irradier sur un plan qui essaye de reproduire avec un isocentrique, qui essaye de reproduire les conditions cliniques sans irradier les parties vitales comme les yeux ou les glandes salivaires. Et on peut regarder comme ça ce qui se passe, quelle est la sensibilité des tumeurs à l'irradiation. Donc on l'a fait sur le modèle tête et cou, et on l'a fait également sur les mélanomes et sur un certain nombre de tumeurs du sein. Et donc vous pouvez voir que effectivement, en pointillé, c'est sans traitement. En marron, là, pour le tête et cou, c'est avec l'irradiation seule, la radiothérapie. Alors vous voyez qu'on a utilisé des radiothérapies fractionnées ou hypofractionnées sur les animaux, de façon encore à se rapprocher et voir. Le fractionnement de l'irradiation n'a pas beaucoup d'importance, mais on rajoute nos molécules, et en fonction de la quantité de molécules qu'on va rajouter à chaque session de radiothérapie, eh bien, on va faire passer d'un traitement totalement inefficace à un traitement qui maintenant entraîne finalement même la guérison d'un certain nombre des animaux. Et ça a été vu à la fois dans plusieurs modèles animaux. Donc maintenant, on est avec une molécule qui s'administre assez facilement. Là, on l'a fait en local, en faisant une injection intratumorale, mais ensuite, on est passé bien sûr en systémique avec une injection IV ou intrapéritonéale pour les souris. Et on voit que la molécule s'accumule à la tumeur et confère effectivement une sensibilité accrue de la tumeur à tout protocole de radiothérapie. Donc, arrivé à ce stade-là, une question qui restait ultime et que seul un essai clinique pouvait nous permettre de résoudre était si nous arrivons bien à sensibiliser les tumeurs, nous ne voulons pas sensibiliser les tissus sains. Donc, quel est le différentiel tissu sain, tissu tumoral? Je dois dire que chez la souris, nous n'avions absolument aucune toxicité, ni chez l'homme, ni chez tous les animaux. D'ailleurs, nous n'avons jamais atteint de dose toxique pour l'instant de la molécule seule. Maintenant, est-ce qu'elle sensibilise les tissus sains à la radiothérapie?
Nous avions, chez la souris, non, nous n'avons pas de radiosensibilisation du tissu sain alors que nous avons une radiosensibilisation du tissu tumoral. C'est pareil avec la chimiothérapie. Nous ne sensibilisons pas à la chimiothérapie quand nous ajoutons les molécules, mais finalement, dans tous les modèles animaux, le tissu sain, c'est de la souris et la tumeur, c'est de l'homme. Donc, seul l'essai chez le patient pouvait nous permettre d'y répondre. Et et donc, j'ai demandé à Julien de bien vouloir vous présenter les résultats du premier essai clinique que nous avons fait chez l'homme. Donc Julien, je lui ai proposé de présenter parce qu'il vient de chez vous, il vient de Clermont, c'est un radiothérapeute de Clermont-Ferrand. Et je pense qu'il va pouvoir vous raconter, vous convaincre que en fait, tout ce qu'on a vu sur les cellules en culture et sur les animaux, on l'a retrouvé chez les patients. Merci Marie. Donc je vais donc vous présenter les résultats de cet essai clinique. Donc première administration des molécules D-BAIT chez l'homme, que donc j'ai eu la chance de suivre lors de mon passage en fait à l'Institut Curie. C'est un essai clinique qui a commencé en 2011 et les premiers résultats ont été présentés en communication orale à l'ASCO l'an passé et sont en voie de publication. Donc cet essai clinique, c'est l'essai DREAM pour DNA Repair Inhibitor and Irradiation and Melanoma. Pourquoi? Puisque la population cible était les patients atteints de métastases en transit de mélanome, ce qui permettait d'avoir un très bon suivi de la toxicité éventuelle de ces molécules. L'objectif principal de cet essai était un essai de phase 1, donc c'était bien évidemment la tolérance. Et les objectifs secondaires, il y avait toute une étude de pharmacocinétique pour voir est-ce que les injections locales de D-BAIT avaient un passage systémique, de voir si ça donnait possiblement des effets systémiques et de voir un peu la réponse corrélée à ce passage systémique. Et puis bien évidemment, on a regardé l'efficacité en parallèle. Donc pour le protocole de radiothérapie, c'est un protocole de radiothérapie tout à fait classique, puisque c'est un des protocoles utilisés en radiothérapie palliative, un protocole de 30 Gray en diffraction de 3 Gray sur 2 semaines. 6 injections de D-BAIT, donc là c'est DT01, c'est de la forme clinique de D-BAIT, des injections tous les 2 jours, les lundis, mercredis, vendredis de chacune des 2 semaines. Un essai de phase 1 avec une escalade de doses classique, des doses qui allaient de 16 mg jusqu'à 96 mg, puisque nous avons pu atteindre le palier supérieur des différentes cohortes. Ce qui est intéressant, donc là vous voyez une photo de patient atteint d'un certain nombre de métastases en transit. Et ce qu'il y a, c'est que les injections de D-BAIT étaient à la fois faites en intratumoral, mais également au niveau du tissu sain péritumoral. Et toute la zone était irradiée. En termes de toxicité, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les seuls effets secondaires qu'on a vus, c'était des effets secondaires de type locaux, qui étaient plus dus aux injections locales, type douleur ou rougeur, et qui étaient totalement réversibles à l'arrêt du traitement. En ce qui concerne l'efficacité, donc là vous voyez un diagramme, un waterfall plot, c'est-à-dire vous voyez la meilleure réponse tumorale de chacune des lésions traitées, donc 64 lésions au total, et on voit qu'on avait un taux de réponse objectif qui avoisine 60%, avec des taux de réponse complète des lésions de 38%, réponse partielle à 22%, ce qui est, quand on se compare à la littérature, certainement un petit peu plus élevé que ce qu'on peut voir. Alors avec toutes les précautions qu'il faut prendre, puisque là il n'y avait pas de bras comparatifs dans cet essai, mais ce qui est quand même tout à fait encourageant. Et ce qu'on a noté également de façon très intéressante, c'est que la meilleure réponse tumorale était également corrélée à l'exposition plasmatique de D-BAIT ou DT01, ce qui laisse penser qu'il y a un certain passage systémique qui pourrait entraîner cette efficacité. Parce qu'on voyait des réponses également sur les lésions qui étaient à distance, traitées par radiothérapie seule, avec des injections assez éloignées du site primitif de la lésion. Donc, en conclusion de cet essai thérapeutique, D-BAIT DT01 combiné à la radiothérapie ne donne pas de toxicité supplémentaire, malgré les injections de DT01 dans le tissu sain.
On a un certain passage systémique de la molécule qui, là aussi, ne semble pas avoir donné une quelconque toxicité générale aux patients. Les injections étaient relativement bien tolérées avec des effets secondaires totalement réversibles, sans réponse immune innée induite. Donc, comme je vous l'ai dit de façon intéressante, les taux de réponse corrélés au passage plasmatique. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait un certain nombre de patients qui étaient suivis très longtemps et on avait des réponses qui étaient extrêmement durables. Ce qui, classiquement, quand on irradie ces types de lésions, est assez peu fréquent, puisqu'on a souvent des récidives au bout de quelques mois. Là, on avait un certain nombre de patients suivis plus de 12 mois qui, localement, ne présentaient absolument aucune récidive. Donc, bien évidemment, on tient à remercier l'ensemble des équipes qui travaillent là-dessus, parce que c'est évidemment un travail collectif qui a commencé en 2000, comme l'a dit Marie Dutrex. Et ce qu'il faut également noter, c'est qu'on n'a pas tellement, ces dernières années, d'exemples de molécules strictement développées en académique qui ont réussi à aller jusqu'à l'étape clinique. Donc, en ça, c'est déjà un travail extrêmement remarquable. Je vous remercie.